Bonjour cinéphiles, bienvenue dans cette vidéo consacrée à Goldfinger, un James Bond culte, un James Bond adoré, un James Bond adulé, dirais-je, par la masse, considéré comme un des tout meilleurs de la saga. Donc ce film est sorti en 1964, je rappelle, le premier James Bond Dr. No c'est 1962, le second Bon baiser de Russie c'est 63, et celui-là c'est 64, autant dire que les films s'enchaînaient. C'est le 7e roman écrit par Ian Fleming qui met en avant cet espion, cet agent 007, et il faut savoir que quand le roman est sorti en France, au début il s'appelait Opération Chloroforme. Ouais, c'est de la merde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour la petite histoire, je vous ai souvent parlé des romans James Bond, il faut savoir qu'en français, du moins les éditions que j'ai, donc les éditions bouquins, ces éditions-là, il faut savoir qu'elles sont tronquées. Parce que James Bond, comme je vous ai dit, ça date d'une autre époque, c'est une autre façon de penser, et ça plaît pas à tout le monde, cette façon de penser. Et par exemple, Goldfinger, il y a certaines parties qui ont été censurées concernant des réflexions qu'a James Bond, par exemple, sur l'homosexualité, où il considère pas ça comme quelque chose de très positif, ou un truc comme ça. Donc déjà, à l'époque, en français, le roman a été censuré, c'est dire. Je crois qu'on trouve la version intégrale qui a été rééditée par Brajlon. Je sais en tout cas que Brajlon a réédité les James Bond en essayant de sortir l'édition intégrale. Je ne les ai pas, donc je ne pourrais pas vous dire. Ce film, Goldfinger, est réalisé par Monsieur Guy Hamilton, qui est un réalisateur qui reviendra dans la saga, et hélas pas toujours pour le meilleur, parce que voilà, mais on reviendra là-dessus quand ce sera le moment. Il faut savoir que Guy Hamilton a apporté quelque chose à cette saga, sa patte personnelle. Qu'est-ce que voulait faire Guy Hamilton? En fait, il voulait rendre James Bond plus humain. Si on se rappelle, dans les films précédents, James Bond, c'était une espèce de machine très carrée, une machine à, on va dire, espionner en mode James Bond, c'est-à-dire à résoudre les enquêtes, à flinguer les méchants et tout ça. C'était quelque chose de très carré. Et lui, il a voulu le rendre plus humain, en lui donnant un petit côté plus humoristique, que de temps en temps, il a besoin de relâcher la pression et des choses comme ça. Mais il faut signaler que cette humanisation, en fait, va rendre James Bond, paradoxalement, beaucoup moins humain que ce qu'il était auparavant. Parce qu'en effet, c'est ici, dans ce film, qu'on a l'image du James Bond qu'on a toujours eu, c'est-à-dire ce James Bond cool face à toutes les situations, qui ne se décoiffe jamais, qui a toujours la classe, il a beau être en danger de mort, il panique pas, etc., etc. C'est dans ce film que naît ce James Bond-là. Et qu'on le veuille ou non, eh ben, ça lui enlève aussi une part d'humanité, c'est-à-dire celle d'être présent et d'avoir peur. Ici, dans Bon baiser de Russie, la formule James Bond était pratiquement là. Cette fois-ci, ce n'est pas qu'elle est pratiquement là, elle est là. C'est le film qui place définitivement la formule James Bond. Tous les films James Bond qui suivront feront référence à Goldfinger, parce que Goldfinger, c'est le James Bond. Un James Bond adulé par beaucoup, comme j'ai déjà dit, que j'adore, c'est un film que j'aime beaucoup. Et un jour, un pote est venu, il y a bien des années maintenant, et m'a mis en avant des défauts du film, et depuis, je n'arrive pas à ne plus les voir. C'est-à-dire que oui, le film, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il a quand même des gros défauts à des moments. C'est quand même assez abusé. On reviendra là-dessus, suspense. Pour la petite histoire, l'auteur Ian Fleming est décédé le même jour que le dernier jour du tournage de ce film, ce qui fait qu'il n'a pas pu voir le film, et que donc à partir de là, les producteurs seront libérés d'une certaine manière de Ian Fleming pour faire un peu ce qu'ils veulent. Ce film a coûté la petite somme de 3 millions, donc je rappelle, Dr. No c'était 1 million, Bon baiser de Russie c'était 2 millions, et celui-ci c'est 3 millions. Donc déjà, la preuve que la saga fonctionne très très bien, comme on a vu, les réalisations s'enchaînent, le prix augmente, et donc ce Goldfinger, à lui tout seul, il est tout aussi cher que les deux qui ont précédé, donc c'est le James Bond qui réunit les deux James Bond précédents. Inutile de vous dire déjà que ce film a été évidemment un énorme succès commercial, et je pense qu'il a été aussi aidé par le fait qu'il se passait aux États-Unis, ce qui fait que cet agent secret britannique, du coup, il était aussi mieux accepté aux États-Unis parce qu'il défendait aussi les intérêts des Américains d'une certaine manière, donc il était moins seulement britannique, vous voyez ce que je veux dire? Dans le rôle de James Bond, évidemment, on a toujours Sean Connery, et puis voilà quoi. Que dire de plus sur Sean Connery? Il est impérial, encore une fois. Je crois que c'est pas possible d'être aussi bon dans un rôle, quoi. C'est pas forcément un jeu d'acteur absolument sensationnel, mais il a la classe, mais à un niveau intergalactique, il est présent, il a tout ce qu'on veut. Je veux dire, il y a quoi? Il y a Clint Eastwood dans le rôle de l'homme son nom chez Sergio Leone, c'est à peu près du même niveau, quoi. On n'est pas face à forcément à une bonne interprétation, on est face à un monument du cinéma au niveau du personnage. Et ça, c'est énormissime. Pour la petite histoire, le film préféré de Sean Connery de la saga James Bond, c'est Bon baiser de Russie. Vous vous souvenez que je vous avais dit que Bon baiser de Russie était très inspiré de Hitchcock. Petit détail intéressant, c'est que Sean Connery, en fait, a loupé le début du tournage de ce film pour la simple et bonne raison qu'il était occupé sur le tournage d'un film d'Alfred Hitchcock. Le film Pas de printemps pour Marnie. Ce qui explique aussi que Sean Connery n'ira pas tourner les scènes aux États-Unis, donc le début à Miami. On voit clairement qu'il est en superposition, alors que l'acteur qui joue Felix Leiter, lui, y est.
C'est pas simplement parce qu'il n'était pas là à ce moment-là du tournage. Aussi simple que ça. Dans le rôle de Goldfinger, donc de Auric Goldfinger, nous avons l'acteur allemand Gerd Furb, qui ne parlait pas du tout anglais, ce qui explique pourquoi il parle lentement dans le film et tout, parce qu'en fait il avait appris ses textes de manière phonétique. C'est pour ça qu'il a ce phrasé très particulier. Pour la petite histoire, le nom Goldfinger vient d'un des voisins de Ian Fleming qui s'appelait Erno Goldfinger, qui était donc un architecte hongrois et dont Ian Fleming n'était pas très fan, et je crois qu'il s'aimait pas beaucoup. Ian Fleming disait entre autres que ce monsieur détestait perdre au golf. Je vous laisse faire le lien avec le film. Inutile de vous dire que le monsieur, le vrai Goldfinger de la vie de tous les jours, a pas beaucoup apprécié la blague, hein, et que du coup, il a été devant les tribunaux, etc., et que le monsieur, par exemple, il s'est fait embêter pendant des mois, suite à la sortie du film, qui recevait des appels chez lui, avec des gens qui chantaient la musique de James Bond, ou qui lui faisaient des blagues du genre, bref. Je pense que le mec, il a dû en chier quand même. Donc je comprends qu'il n'ait pas été très content. Pour la petite histoire, un ami de Ian Fleming lui avait proposé de changer le nom, et Ian Fleming avait pensé, mais finalement, non. Nous avons donc un pré-générique dans ce film. Pré-générique assez sympa, disons les choses comme elles sont, et qui, de l'aveu du réalisateur, est un peu farfelu, un peu fou. Si on a James Bond qui arrive en nageant, là, planqué sous un truc, je sais pas ce que c'est, une poule d'eau, j'en sais trop rien. Il arrive, il a donc son costume de plongée, au bout d'un moment il l'enlève, il a un smoking qui est parfait, nickel, et tout ce qui va avec. Il y a le moment où, par exemple, James Bond voit aussi que quelqu'un va essayer de la semer dans les yeux d'une dame. Ça, c'est très James Bond, c'est beau, ça. Donc, de l'aveu du réalisateur, en fait, ce passage-là est totalement pas crédible, et il est censé mettre le spectateur, si vous voulez, sur la bonne voie, sur les bonnes rails, pour apprécier la suite du film avec cette nouvelle vision de James Bond, justement, cool à tous les niveaux. Et donc, c'est ici qu'on inaugure quelque chose qui servira pratiquement toujours dans James Bond, c'est-à-dire que le pré-générique sera finalement déconnecté du reste de l'histoire, comme si c'était une espèce de petite aventure bonus. Peut-être d'une certaine manière aussi une référence au fait que Ian Fleming a aussi écrit des nouvelles pour James Bond, donc des histoires plus courtes. Peut-être. Et puis là commence le générique de James Bond. Cette fois-ci on a la formule finale. La musique est interprétée par Shirley Bassey, et c'est une musique culte, tout le monde la connaît. Qui plus est, on a donc ces images de corps dénudés, peints donc en or, avec des images du film par-dessus. Pour la petite histoire, on voit à un moment des images du film de Bon baiser de Russie, la scène de l'hélicoptère que je vous disais être vachement cool, mais donc on retrouve des images du film à ce moment-là, on nous présente d'une certaine manière les gentils, les méchants, on a déjà un peu tout qui est présent. La musique du film, donc certes le générique, mais ensuite dans le film qui est absolument grandiose. Faut dire les choses comme elles sont. Si ce film fonctionne aussi bien, c'est entre autres parce que cette musique arrive à baigner le film dans une ambiance super, entre le thème de James Bond, ou alors tout simplement les reprises justement du générique, de la musique du générique, à différentes sauces plus calmes ou plus accentuées, c'est absolument grandiose à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Et donc ensuite le film se passe à Miami, donc comme je vous ai dit, Sean Connery n'était pas là, donc on voit clairement que quand on le voit lui derrière, c'est une image superposée, c'est clair, c'est évident, il n'y a qu'à voir Félix qui se balade, on voit qu'il y est, il se tourne pour parler à Sean Connery, à James Bond, et lui pouc, on voit que c'est un décor dans le fond. Voilà, ça c'est la petite histoire. On fait aussi la connaissance de Felix Leiter, nouvelle version. Donc Felix Leiter, je vous ai dit dans les vidéos précédentes que c'était un personnage qui changeait d'acteur régulièrement. Et là, il a un nouvel acteur. Alors, je vais pas vous dire que l'acteur le fait mal, mais c'est un acteur qui fait plus âgé, alors que dans les romans, Felix Leiter est l'équivalent américain de James Bond. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Mais comme j'ai dit, l'acteur fait plutôt bien le taf, on va pas se plaindre. Et si ce passage du film nous présente en effet Auric Goldfinger, d'ailleurs d'une manière pas forcément très glorieuse, on nous montre déjà que James Bond, parce qu'il a trop la classe, il va un peu le déjouer, il nous présente aussi le bras droit de Auric Goldfinger, à savoir Odd Job, donc on a le premier bras droit de la saga, même si déjà dans Bon baiser de Russie on avait si on veut un début, là on a donc ce bras droit super baraque. Et comment il est présenté, c'est quand même vachement bien, parce qu'au début on a donc James Bond qui est en train de fouiller dans un frigo, et là on a la main qui apparaît, pouc, qui vient et bam, qui tape Sean Connery, donc James Bond. Pour la petite histoire, l'acteur Harold Sakata, je vérifie, c'est bien l'acteur Harold Sakata, donc qui a frappé James Bond, il l'a vraiment frappé et puis il lui a vraiment fait mal. Et puis il faut savoir qu'ils se sont battus 2-3 fois dans le film, ils se battent. Et l'acteur était pas très subtil avec Monsieur Sean Connery, il paraît qu'il l'a blessé 1 ou 2 fois et ça a dû repousser un petit peu des jours de tournage. Donc je pense que Sean Connery ne devait pas beaucoup l'aimer. Donc cette présentation avec la main, il le tape, et ensuite on a cette ombre contre le mur. C'est une présentation de méchant qui est vachement bien faite, disons les choses comme elles sont. Et que dire du passage du corps peint justement d'or, comme dans le générique, qui est une image qui a marqué, évidemment, l'histoire du cinéma. Ce n'est pas pour rien que c'est aussi culte, même si personnellement, j'avoue que ça me fait pas autant que ça, mais
c'est quand même culte, et ça, c'est indépendamment de notre avis, on va dire. Par la suite, dans le film, James Bond va visiter la section Q. C'est la première fois qu'il visite la section Q. Jusqu'à présent, on lui donnait l'arme ou alors sa mallette dans les bureaux de M. Cette fois-ci, non, c'est James Bond qui descend dans la section Q. Et ça, c'est une idée de Cubby Broccoli qui s'est dit, tiens, on va faire en sorte que James Bond aille visiter ces labos où on invente tous ces gadgets. C'est d'ailleurs le premier film à avoir, on va dire, officiellement des gadgets qui font vraiment gadgets, même si la mallette est clairement le premier gadget. Là, on a plus des gadgets, justement, astucieux, on va dire. Et c'est aussi la première fois qu'on voit Q qui est un peu en train de sermonner James Bond sur le fait qu'il ramène pas le matériel, etc., etc. Quelque chose qui deviendra évidemment culte, puisque j'ai dit c'est la formule, évidemment. Il faut savoir que l'acteur qui interprète Q, au début, il voulait pas le faire comme ça, il voulait le faire en mode respect, parce qu'il est face à un super agent secret et tout, il voulait le faire un peu en mode je vous respecte. Et en fait, c'est Guy Hamilton, donc le réalisateur, qui lui a dit non, 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 ce serait mieux si tu le fais un peu comme un papa, donc je vais dire comme un grand-père, non mais comme le père de James Bond, un peu en genre arrête de jouer ou des trucs comme ça. Et c'est quelque chose qui évidemment deviendra culte. Le gadget de cet épisode, c'est évidemment la voiture, l'Aston Martin. Pour la petite histoire, le changement de plaque est une idée de Guy Hamilton qui une fois s'est pris une contravention et il s'est dit ah si seulement je pouvais changer les plaques de ma voiture, et ben du coup il y a pensé puis il l'a mis dans ce film. Il faut savoir que la marque Aston Martin n'était pas très motivée pour apparaître dans le film au début, ils hésitaient, sans doute dû au fait que la bagnole finisse complètement écrasée contre un mur. Je pense qu'ils n'étaient pas très motivés par cette idée-là. Je vous le dis déjà, le succès du film a fait augmenter les ventes d'Aston Martin d'à peu près 30%, autant le dire tout de suite, et qu'on le veuille ou non, même si James Bond dans sa carrière a eu plusieurs voitures, plusieurs marques de voitures, James Bond est toujours affilié à Aston Martin. Pour la petite histoire, l'Aston Martin que l'on voit dans ce film et dans Opération Tonnerre a été volée et on ne l'a toujours pas retrouvée, donc elle est quelque part dans la nature. Je profite pour dire que s'il y a eu d'autres soucis avec d'autres marques de voitures dans la saga, dans ce film-ci, il y a eu un autre souci, c'est avec la Lincoln de Goldfinger qu'il détruit à un moment donné. La marque n'était pas très contente qu'ils détruisent leur voiture. Et les producteurs l'ont rassuré en disant « Vous en faites pas, on va la montrer d'abord sur un beau jour avec du soleil, tout ça, qu'elle soit bien mise en avant de la détruire. » Ensuite, on a donc la re-rencontre entre James Bond et Goldfinger avec la partie de golf. Pour la petite histoire, il est intéressant de voir que si j'ai parlé des voitures, donc placement de produits, là on a un autre placement de produits, à savoir les balles de golf, qui dans le roman n'ont pas la même marque. Pour la petite histoire, les romans ont été traduits plusieurs fois, il y a une version du roman où James Bond ne fait pas cette petite triche, et une autre où il l'a fait. Donc c'est un peu le problème des versions traduites du roman, c'est que des fois ça a été un petit peu massacré. Je rappelle que c'est aussi une traduction d'époque. À une époque, on respectait un petit peu moins les œuvres, que ce soit au cinéma ou dans la littérature. Et maintenant que James Bond a mis donc son émetteur dans la voiture de Goldfinger, il le suit jusqu'en Suisse, et il le suit dans des jolies petites montagnes, des jolis décors, très sympas. Et là, James Bond croise la première James Bond girl du film, et chose intéressante, et c'est là qu'il devient un peu plus humain, entre guillemets, comme on disait, il est en train de suivre Goldfinger, et là il se dit et si j'abandonnais la poursuite pour suivre cette demoiselle, Ouais, c'est pas très sérieux tout ça, monsieur Bond, quand même, On vous connaissait plus sérieux jusque-là, Je m'avance un petit peu dans l'histoire aussi, mais pour dire un truc assez intéressant, c'est qu'on nous présente la James Bond Girl, on se dit, bon, c'est la James Bond Girl du film, ok. Et peu après, elle se fait tuer, boum. Et en fait, il y a un petit moment, avant qu'on ait à nouveau une James Bond Girl qui soit, on va dire, James Bond Girl dans le sens copain-copain avec James Bond. Même si c'est un peu compliqué, même la première, au début, elle met des oppositions, mais ça c'est normal. On se comprend. Donc on a tout ce passage de suivi, ce passage où James Bond infiltre la base, on a ce passage où James Bond se fait découvrir, et donc on a la scène d'action avec la voiture, l'Aston Martin, qui est vachement fun, on utilise plein de gadgets, c'est super cool, il y a la petite vieille qui sort avec son fusil, sa mitraillette, là c'est super fun aussi, c'est un moment super cool, et James Bond se crache avec la voiture et se fait capturer. Donc en fait, on se rend compte que cette scène-là, en fait, ne sert à rien. Parce qu'il aurait pu se faire capturer au début, mais non, il a essayé de fuir, il a parti avec sa voiture, il a fait tout le truc pour que ce soit fun, pour que la voiture soit utilisée avant de se cracher et de se faire capturer. Alors qu'il aurait pu se faire capturer d'entrée de jeu. C'est normal, la scène de la voiture n'est pas dans le roman. Voilà, maintenant vous savez. Et c'est là que la James Bond Girl se fait tuer. Voilà, maintenant vous savez. James Bond est le premier film à avoir simulé un laser, donc pour la petite histoire, Sean Connery était assis sur la table, et en fait c'est un chalumeau en dessous qui brûlait, et Sean Connery a eu très peur parce que ça s'est beaucoup rapproché des entrejambes, donc autant dire qu'il a eu chaud, c'est le cas de le dire. Et que la fameuse phrase « Vous espérez que je parle? Non, monsieur Bond, j'espère que vous mourrez !» est pas du tout dans le roman. Voilà, comme ça vous savez. Et à partir de là, le film, il passe un peu dans autre chose, et c'est là que les critiques vont commencer. En fait, James Bond est prisonnier, et jusqu'à la fin du film, James Bond va être prisonnier de Goldfinger. Alors certes, il aura toujours la classe, il sera toujours en train de prendre le truc avec un second degré, mais James Bond va finalement être là, prisonnier, et il ne va pas faire grand-chose. Il ne va pas être actif, il ne va pas proposer des choses, faire en sorte que les choses évoluent. Il est prisonnier. Et en plus, ça tombe bien parce que
Le mec, il est prisonnier, il trouve le moyen de s'évader de manière un petit peu facile à un moment donné, juste à temps pour écouter la réunion de gangsters et donc le plan de Goldfinger, pour ensuite se faire capturer juste derrière. Et il est prisonnier jusqu'à la fin. Goldfinger lui dit non, non, je vais pas le tuer. Et à la fin, il dit bon, bah maintenant je t'attache à la bombe et je te laisse là en bas. Et là, c'est un gros défaut en effet, c'est que James Bond n'est pas très actif dans le film. Il n'est pas actif du tout, il est presque passif. Dans le roman, on comprend que, comme je vous ai déjà dit, Ian Fleming a finalement fait évoluer sa méthode. Au début, il racontait donc l'agent secret, puis après, une fois qu'il a raconté ce personnage, il est parti un peu sur autre chose. Et dans le roman, on sent que ce qui l'intéresse plus, c'est justement la description des méchants, de son plan, de sa façon de penser, etc. C'est pendant sa captivité que James Bond rencontre le personnage de Pussy Gaylor, interprété par Honor Blackman. Honor Blackman qui était ceinture noire de judo. C'est assez rigolo parce que justement, lorsque James Bond est en train de guigner la réunion et puis qu'elle arrive et qu'elle lui ramasse les jambes et qu'il se fracasse la tête assez violemment, là il lui fait « Oh, je ne savais pas que vous faisiez du judo !» Au passage, il a juste ramassé les jambes. S'il faut faire du judo pour faire ça, ouais, ok, c'est bien, ouais. Je vous ai déjà dit que Ian Fleming était un petit peu dans sa tête. Hein. Pussy Gaylor, donc qui veut dire chatte à gogo, qui est le nom du personnage, est à la base le nom d'un animal de compagnie de Ian Fleming, à savoir son poulpe, qui lui-même, donc le nom qu'il a donné à ce poulpe, s'inspire du nom d'une tenancière de bordel. Pour la petite histoire, United Artists, donc les Américains qui produisaient aussi la saga, étaient pas très contents de ce nom-là, en disant que aux États-Unis ça allait pas très bien marcher, que ça allait pas marcher chez les enfants, entre autres, hein, donner un nom pareil, Chatagogo, voilà quoi. Donc ils avaient proposé le nom de Kitty Gaylor, histoire d'essayer de changer un peu, mais en fait l'avant-première mondiale avait déjà eu lieu en Angleterre, et en fait, l'un des membres de la famille royale s'était pris en photo avec l'actrice, et donc la presse avait nommé The Prince and the Pussy, et donc les Anglais ont profité pour dire non mais voyez, finalement, il n'y a rien, regardez, même notre prince, il ose se mettre en photo avec elle, il n'y a rien, et donc ils ont réussi à faire passer le truc. En même temps, c'était peut-être déjà un peu trop tard, hein. Je dis ça, je dis rien. Et pendant cette période de captivité de James Bond, il y a des trucs un peu... faut dire les choses comme elles sont. Par exemple, Auric Goldfinger réunit des gangsters, tous, il les réunit à une réunion, tout, il leur explique son plan, il passe tout son temps à leur expliquer, blablabla, c'est super, nous, spectateurs, on apprend le plan, ça a l'air trop cool, James Bond est tout courant, c'est trop cool, et juste derrière, il les tue tous. Alors pourquoi t'as expliqué ton plan? Pourquoi tu fais toute cette mise en scène pour expliquer ton plan si tu les butes juste derrière? Et là, il y a un autre stéréotype de James Bond, vous savez, c'est le gars qui fait « Non, je ne marche pas, je suis pas d'accord. » Ah bon, ok, faites-le sortir, machin, puis ils vont le buter. Mais comment est-ce qu'ils le butent, hein? C'est-à-dire, ils ont juste à le foutre dans la chambre d'à côté, et puis ping, lui tirer une balle dans le dos. Non, 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 non. Il le fait monter dans la voiture. La voiture fait un tour en ville. Là, Odd Job qui conduit la voiture, pouc le flingue. Ensuite, ils prennent la voiture, donc la fameuse Lincoln qui s'est fait massacrer, là. Ils l'amènent à la casse, il la compacte. Et là, ils ramènent donc la voiture compactée, et là, Goldfinger dit, bon, bah maintenant, il faut que je récupère l'or qu'il y a dans la voiture. C'est vachement compliqué pour tuer un mec, hein, surtout que t'as tué je sais pas combien d'autres juste avant, l'autre juste à le tuer là-bas ou le planquer derrière. Cela permet à James Bond justement d'être un petit peu actif, donc de mettre son message avec son émetteur dans la voiture en espérant qu'il se passe quelque chose. Mais James Bond échoue, il échoue à ce niveau-là. Et donc, là où James Bond prend enfin un peu les devants, ça amène à rien. Et puis ensuite, il y a l'attaque de Fort Knox, qui est, cela dit, vachement réussi, parce que justement, il y a un côté grandiose comme ça, qui fonctionne très bien. C'est très bien fait, j'adore, même s'il y a des défauts, comme par exemple le moment où il balance les gaz pour endormir les soldats. Tu vois que les soldats, ils se cassent la gueule de manière très gentille, hein. Il y en a même un, tu vois, qui met la main par terre et qui se couche. Ouais, ça fait un petit peu série B, on va dire, mais bon. La scène en elle-même est vachement réussie, je trouve qu'elle dégage vraiment un pire truc. Ensuite, on est dans Fort Knox, c'est super impressionnant. Et là, évidemment, c'est là où ça part en cacahuète, où ça commence à se tirer dessus et tout. James Bond est attaché à la bombe atomique, enfin bref, c'est super. Il y a un suspense qui se crée, d'ailleurs, Odd Job, il est enfermé dans Fort Knox. La bombe atomique, elle va crever, le mec, il va mourir. Mais c'est pas grave, je continue à servir mon maître, hein. C'est bien, hein, c'est sympa de sa part. Pour la petite histoire, ils n'ont pas eu le droit de tourner dans Fort Knox, c'est normal, ils n'ont pas eu les autorisations. Donc Ken Adams, celui qui s'occupe des décors, a dû inventer un Fort Knox, et donc ça lui a permis de créer un Fort Knox beaucoup plus cinégénique. Et d'ailleurs, quand le gars qui dirige Fort Knox a vu le film, il leur a envoyé un message à la production en mode c'est bien ce que vous avez fait, mais ça ressemble pas du tout. Et d'un côté, tant mieux, parce que ça permet au film d'être visuel plus que forcément crédible à ce niveau-là. Comme on a dit, la crédibilité, c'est pas tout à fait le point fort, c'est plutôt le côté James Bond, vous savez, un peu bling-bling qui doit ressortir. Et ça fonctionne très bien, disons les choses comme elles sont. Je vous ai dit qu'ils n'ont pas pu tourner à Fort Knox, mais ils ont quand même réussi, grâce à des contacts, à avoir l'autorisation de tourner dans les alentours de Fort Knox, et donc de pouvoir tourner les scènes en extérieur dans la bonne région. Pour la petite histoire aussi, aux États-Unis, ils étaient pas très contents, les spectateurs, de dire comment ça se fait qu'on a laissé des Anglais tourner dans Fort Knox.
Bah oui, mais ils n'ont pas tourné dans Fort Knox, donc ça va. Quant à James Bond qui devait arrêter la bombe atomique, il faut savoir que normalement elle était censée s'arrêter à 003, et là, bah, Saltzman qui a eu la bonne idée de dire non, attends, ça va s'arrêter à 007. Et là, c'est encore intéressant parce que je vous ai dit que James Bond, bah, il était prisonnier tout le temps, qu'il a essayé de lancer un contact avec l'autre qui s'est fait écraser dans la bagnole, et là, James Bond, il est face à la bombe atomique, et il sait pas quoi faire, il va faire exploser, enfin, il va couper un câble, et l'autre, il arrive, non, c'est celui-là qu'il faut faire, tac. James Bond ne fait rien dans tout le film. Il fait pas grand-chose au début et après. Et qu'est-ce qu'il fait dans toute la première partie du film? Il suit Goldfinger, ok. Il le bat avant au golf, en trichant, ok. Il y a une course-poursuite avec sa bagnole, il se crache, ok. Il est prisonnier tout le temps, ok. Il essaye de s'évader, il se fait choper. Il essaye de transmettre un message, ça fonctionne pas. Il essaye d'arrêter la bombe atomique, ça fonctionne pas non plus. Bon, c'est pas terrible. Je tiens à préciser quand même que le plan, donc, de Auric Goldfinger est vachement intéressant parce qu'au lieu de simplement voler l'or, comme il fait dans le livre il a l'intention de voler l'or, c'est beaucoup plus simple, là il a l'intention de faire péter la bombe atomique là-dedans pour irradier la chose et pour que l'or ne soit plus utilisé, pour que la valeur de l'or augmente, et donc que ce qu'il a lui en or prenne beaucoup de valeur. C'est pas con du tout, c'est même vachement bien trouvé ça. Je vous ai pas trop parlé d'autres jobs, mais disons quand même que c'est un personnage culte avec son chapeau qui coupe, tout ça, ça encore c'est un truc dans la légende de James Bond et par conséquent, dans la légende du cinéma, ça fonctionne très bien, encore une fois. Et là, on va un petit peu rembobiner, mais en étant là, comment cette situation s'arrange, comment est-ce qu'on empêche le braquage de Fort Knox? Eh ben, c'est parce que Pussy Galore a prévenu les autorités, et comment est-ce qu'elle a prévenu les autorités? Parce que James Bond a couché avec elle. Alors déjà, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, le fait que ce soit une méchante, et que James Bond, avec sa baguette magique, soit tellement balèze qu'il fasse de la méchante une gentille. Ça, déjà... c'est tiré par les poils des fesses. D'ailleurs, le film suivant, Opération Tonnerre, se moquera de cela. Et ils ont eu bien raison, parce que je pense que dans la presse, ils ont dû se marrer quand même. Enfin, il y a dû avoir des critiques à l'époque. Et ils se moqueront de ça dans le film suivant, et ça, c'est vachement bien. Ensuite, il y a autre chose. Le personnage de Pussy Galore, dans le film, on peut imaginer qu'elle est lesbienne. Dans le livre, c'est clair, c'est dit, elle est lesbienne. Je vous ai dit les réflexions sur l'homosexualité et tout ça. Elle est lesbienne, c'est écrit que c'est un gangster. Normalement, c'est pas le pilote de Goldfinger, elle fait partie des gangsters que, justement, Goldfinger réunit. On nous dit qu'elle est le chef d'un gang lesbienne. D'accord? Voilà. Là, James Bond, il lui fait du charme depuis je sais pas combien de temps, puis elle lui dit « je suis immunisé, machin », et là, bon, il commence à jouer à la projection. Je vous ai dit qu'elle faisait du judo, même si c'est la seule projection un peu de hanche qui fait un peu plus compliqué, un peu judo, bah c'est James Bond qui l'a fait. Au moins elle doit savoir chuter, à moins que ce soit un cascadeur qui ait fait la projection, enfin qui subit la projection. Voilà quoi. Il y a ça, et ensuite il y a le moment où James Bond l'embrasse. Et on voit qu'elle le repousse, et après, bon, elle l'embrasse, et elle accepte. Et Dieu sait que je suis pas très moralisateur, et que je trouve que des fois on surmoralise, mais là, je veux pas être méchant, c'est difficile à regarder de nos jours, c'est un viol pur. Il y a des fois des femmes qui disent non, mais c'est un non en jouant, c'est un non pas encore, ça dépend comme elle le dit. Là, c'est un non, c'est clair, c'est non, 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 non. Je veux pas être méchant, tu vois la scène, c'est un viol, c'est littéralement un viol. Alors oui, c'est James Bond et tout ce que tu veux, mais là, je vous avoue que cette scène, la regarder de nos jours, c'est un peu compliqué. Alors déjà que j'ai toujours trouvé, même étant gamin, que c'était un peu tiré par les poils des fesses, là, c'est tiré par les poils des fesses, et en plus, c'est malsain. Faut dire les choses comme elles sont, c'est malsain. Ça fait partie de ces gros défauts qu'il y a dans ce film. Déjà, c'est que James Bond ne fait rien à part coucher avec un personnage pour résoudre la situation. Déjà ça, hein, si on enlève l'aspect moral, James Bond ne fait rien de tout le film, j'ai déjà expliqué, à part coucher avec le personnage, et du coup, ça résout la situation. C'est quand même un peu facile, un peu tiré par les poils des fesses, et en plus, il y a cet aspect viol... qui, voilà quoi, qui moi me dérange énormément. Et après ça, on a donc encore un final dans un avion qui est plutôt sympathique, même si le fait que Goldfinger passe par la fenêtre, c'est un effet un petit peu vieillot peut-être. Mais ce passage avait déjà été plus ou moins amorcé précédemment, en disant que si on tire dans un avion, bah forcément ça va faire un trou dans l'avion, et il y aura une dépressurisation. Donc ça avait été préparé à l'avance et tout, mais c'est vrai que ça fait un peu office de petite conclusion, ce qui permet à James Bond de partir tranquillement avec la demoiselle et de s'amuser. Voilà, comme dans tout James Bond à la fin. Alors, je vous ai déjà parlé évidemment de quelques différences avec le roman, je vais en citer quelques autres, comme le fait qu'en fait, dans le livre, l'assaut de Fort Knox n'a pas lieu, Felix Leiter et tous les autres empêchent l'assaut avant qu'il ait lieu, ce qui est un petit peu dommage, parce que dans le film c'est vraiment un super moment, mais dans le roman ça n'a pas lieu. Dans le roman, la manière d'endormir les soldats n'est pas avec des avions qui lâchent du gaz, mais en fait dans l'eau, ils mettent le poison dans l'eau pour qu'ils s'endorment. Une des marques de fabrique de la saga James Bond, c'est que les romans étant courts, souvent, ils rajoutent des choses. Comme je vous ai dit, la scène de la voiture, la scène d'action de la voiture, n'est pas dans le roman. Et ça reviendra à plusieurs reprises dans d'autres adaptations.
Petite différence encore avec le roman, James Bond n'est pas juste capturé par Goldfinger qui le laisse en prison, en fait il en fait son secrétaire, c'est pour ça que James Bond assiste à la réunion, parce qu'il est secrétaire de la réunion. Je dis pas que c'est forcément plus crédible, mais c'est une des différences qu'il y a entre le roman et le film. Et Goldfinger est lié non pas au Spectre, mais au SMEC. Je vous avais dit, je crois qu'il est comptable du SMEC ou un truc comme ça. Voilà. Donc pour dire que c'est encore dans cette situation avec le SMEC, avec les Russes. Donc au final, un film qui fonctionne superbement bien sur sa musique, sur son acteur principal surtout qui a la classe, qui est James Bond, et tout le film en lui-même qui valorise cet aspect James Bond, glamour, qui fonctionne superbement bien. J'adore ce film, il a plein de trucs, mais comme je vous ai dit, si on réfléchit 2 secondes, on prend un peu de recul, on se rend compte que James Bond ne fait rien du tout à part coucher avec la personne à la fin. Et en plus, c'est fait de manière un peu... Et tout ça, bah, c'est vrai que ça tire le film quand même vers le bas, même si j'adore ce film dans l'absolu. Difficile de donner une note, donc du coup, parce que j'adore ce film, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a ça, et quand tu vois ça, tu dis, oh, t'as l'impression que le film est un peu raté, sur toute sa durée, presque. Moi, je vais lui donner un très bon 8 sur 10, parce que j'adore ce film, et puis voilà. Mais oui, je reconnais que... peut mieux faire, doit mieux faire. C'est tout pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, j'espère que vous avez aimé, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et puisque vous n'avez pas le droit de tuer, restez à la maison, s'il vous plaît. Merci, ciao tout le monde. De telles démonstrations doivent vous coûter cher en réparation de la maison. Dit Bond en buvant une gorgée de vin. J'ai décidé de ne plus habiter cette maison très longtemps, et je me suis dit qu'une telle démonstration vous amuserait, et je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que Bon à tout, donc Bon à tout c'est Hot Job, en français ils l'ont traduit Bon à tout, pour la petite histoire, a bien mérité son chat. Est-ce qu'il s'entraîne aussi avec des chats? Non, mais il adore manger leur chair, il a pris goût lors d'une famine qui a sévi en Corée, alors qu'il était encore un enfant. Voilà, donc vous avez appris que Hot Job, dans la traduction française, s'appelle Bon à tout. Voilà, c'est tout. C'est tout. Merci, ciao tout le monde.